Bien sûr, il y a l'actualité proche, immédiate, celle de ce week-end qui va voir défiler des gilets jaunes, des foulards rouges, puisqu'il y a une marche en faveur du chef de l'État qui va être organisée ce dimanche. Et puis, il y a aussi une autre actualité, celle d'Alexandre Benalla, qui a encore fait parler de lui en début de semaine devant la commission d'enquête parlementaire organisée au Sénat. Et c'est avec Jean-Pierre Sueur, précisément, que nous sommes ce matin, qui est sénateur socialiste du Loiret et qui est l'un des deux rapporteurs de cette même commission d'enquête. Voilà pour aujourd'hui. Jean-Pierre Sueur, bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, est-ce que vous allez vous joindre précisément à cette marche qui a lieu dimanche, marche républicaine des libertés, c'est ainsi qu'elle est appelée, qui est quand même en grande partie en soutien au chef de l'État? Je vais aller dans beaucoup de manifestations du Loiret, D'accord. comme toutes les semaines. Je n'arrête pas, vous savez, d'être au contact avec les gens. Quand il y a des gilets jaunes, en général, je m'arrête, je gare ma voiture et on discute. Vous discutez? On discute. Vous êtes bien accueillis, vous? Il y a quand même un rejet des élus, en général. Pour être très, très précis, j'ai été très bien accueilli dans la première partie. D'accord. Là, je sens que c'est parfois un peu radical et un petit peu hostile à l'élu, quel qu'il soit. Et je trouve que cela est d'ailleurs assez injuste. C'est injuste, mais c'est grave aussi. Ça veut dire que notre démocratie ne va pas très bien. Ça veut dire en effet que le dialogue démocratique, voyez-vous, hier, nous avons passé l'après-midi à parler des communes au Sénat, et de la représentation des communes dans les intercommunalités. Mais on a le sentiment que ça ne passe pas, que le débat dans les formes que vous connaissez très bien, Yves Tréhard, l'Assemblée, le Sénat, c'est comme éloigné de la population. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, mais en même temps, je crois que les gilets jaunes sont le symptôme du fait que la société change, qu'un certain nombre de demandes, vous voyez, l'histoire de l'essence, quoi. Moi, je suis sénateur dans un département en partie rural, le Loiret, mais c'est vrai que les gens qui doivent faire 40 km aller-retour pour aller à leur travail, eh bien, ils subissent une injustice. Donc, il a fallu que cela fut exprimé, cela l'a été. Maintenant, je suis plus critique, parce que, puisqu'on s'exprime, bien sûr. J'ai eu l'occasion de le dire, par rapport aux remèdes qui sont proposés, et notamment cette mythologie du référendum. Moi, je pense qu'il est bien que le référendum existe. Le général de Gaulle a montré que ça pouvait exister, et qu'il pouvait d'ailleurs en tirer les conséquences démocratiques. Ce qu'il a fait lui-même. Mais penser que l'on va régler les choses par référendum, c'est une illusion totale. D'accord. Écoutez, on fait un référendum sur une taxe, je ne vais pas dire laquelle. Faut-il la supprimer? Il y aura, je crois, un grand succès. Le lendemain, on fait un autre référendum en disant, puisqu'on a supprimé la première taxe, il faudrait peut-être en créer une autre. Ou trouver la ressource qui manque. Le résultat, vous voyez bien que la démocratie, ça ne peut pas être une succession de référendums, parce qu'il y a très peu de questions qu'on règle par oui ou par non. Donc vous êtes plutôt attaché à, évidemment, la démocratie représentative. Très attaché à la démocratie représentative. À la Constitution actuelle de la Ve République. Oui, mais je pense qu'il y a des choses à changer. À aménager. Par exemple, vous allez me dire que c'est un peu facile comme réponse, parce que soyons sincères, tout le monde en a bénéficié. Les socialistes, l'UMP ou aujourd'hui, les majorités successives, la REM. Mais si vous voulez, le fait que l'on vote pour les législatives juste après la présidentielle fait que les Français sont habitués depuis 1958. Vous avez un président, on va lui donner une majorité. Mais on voterait aujourd'hui, ce ne serait certainement pas la même majorité. Et le phénomène Il faut faire un décrochage entre le vote... Moi, je crois profondément au pouvoir du Parlement. Et je dis à des amis que j'ai chez REM, le mouvement La République En Marche, mais pourquoi prenez la loi sur la justice? Nous, on a fait un énorme travail au Sénat pour l'améliorer. On a représenté une 50aine d'amendements dans un vrai débat où tout le monde a participé. On arrive à l'Assemblée, tous nos amendements sont balayés au bénéfice du retour au texte du gouvernement. Mais je leur dis, mais ça ne va pas. Décrocher les législatives de la présidentielle. Cohabitation pour cohabitation. Je préférais une cohabitation entre un président
et un Parlement pluraliste et susceptible d'être critique, et critique de manière positive d'ailleurs, par rapport aux réformes proposées, qu'une grande majorité qui dit oui. D'ailleurs, ils s'en rendent compte eux-mêmes, les amis de la République en marche. Qu'est-ce que vous attendez du grand débat national? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose, d'après vous? Écoutez, moi je trouve positif qu'un certain nombre de gens, notamment les socialistes, puisque je suis membre de ce parti... On les entend peu, les socialistes, dans ce débat. C'est pourquoi je suis venu... C'est pour ça que vous venez, oui, bien sûr. Mais, il faudrait du temps, mais Emmanuel Macron a fait un choix. Ni droite ni gauche, et droite et gauche. Le résultat, c'est qu'il a essayé de faire un grand parti central, et on risque de se retrouver avec les extrêmes. Et avec la montée des extrêmes au détriment des partis de gouvernement qui sont tous les deux en difficulté, les partis de gouvernement aujourd'hui. Or, moi, je me battrai de toutes mes forces pour la social-démocratie française et européenne, réaliste, en capacité... Comment on régénère votre parti, alors? Par beaucoup de travail, en refusant toute démagogie et en disant la vérité. La vérité, c'est qu'il faut, dans une société... Vous savez, je suis un vieux rocardien. C'est pas vieux, le rocardisme, c'est très neuf. Une société de marché, une société d'entreprise, une société de liberté dans laquelle on se bat pour la solidarité. Vous êtes assez proche, finalement, d'Emmanuel Macron, vous? Il y a des choses que je partage et d'autres que je ne partage pas du tout. D'accord. Je pense lesquelles, par exemple? En termes de justice. La justice vous étiez fiscale, contre la suppression de l'impôt sur la fortune? Je pense que présenter ça au début comme une sorte d'étendard a été une erreur profonde. Mais une erreur symbolique, surtout. Une erreur symbolique. On aurait pu aussi réformer l'ensemble de la fiscalité. D'ailleurs, on ne l'a sans doute pas fait suffisamment avec François Hollande. Soyons tout à fait sincères. Mais le chantier reste largement devant nous. Et par rapport à la question que vous me posez sur le Parti socialiste, c'est un drame, voyez-vous, pour les européennes, ce qui est en train de se passer. Moi, j'aurais voulu vraiment que Ségolène Royal y aille. Parce que vous avez essayé de l'influencer dans ce domaine? J'ai parlé avec elle, bien sûr, et j'aurais voulu qu'elle y aille de telle manière que... Elle a même proposé d'être numéro 2 derrière notre ami Jadot. Mais quelle erreur de Jadot que d'avoir refusé. Qu'est-ce que vous voulez? Si on est dans une situation où il y a 5 listes de gauche et qu'aucune n'atteint 5%, et que la France est largement représentée par des gens qui sont contre l'Europe, improductif pour la France insoumise, improductif et pour le l'Europe, Rassemblement national. Mais ce sera désolant. Donc tant qu'il a encore temps, moi je lance un appel, il faut se ressaisir. Vous lancez un appel à Ségolène Royal, là? J'aimerais bien que Ségolène Royal revienne sur sa décision, parce que je crois qu'elle peut rassembler des socialistes, sociodémocrates, écologistes, radicaux, progressistes. Et il n'y en a pas beaucoup comme elle. Mais il y en a peut-être d'autres, mais je souhaiterais qu'on y arrive. Et sinon, notre ami Olivier Faure ira. Mais vous voyez bien, comme à regret, parce qu'il souhaite, lui, de toutes ses forces, qu'on arrive à éviter cette stupidité, cette aberration que serait l'absence de la gauche de gouvernement dans ses différentes modalités, cependant qu'on enverrait des anti-européens en rang serré représenter la France dans l'Europe. Vous avez lu, j'imagine, la lettre aux Français qu'a adressée le président de la République, et dans cette lettre, il suggère aux Français de se poser la question de à quoi sert, dans des mots beaucoup plus choisis, mais à quoi sert le Sénat? Est-ce qu'il faut réformer son mode de fonctionnement? Ça a dû vous faire sursauter, non? Non, pas du tout, je suis habitué. Mais j'ai été député. Et quand j'étais député, naturellement, je n'avais pas forcément de bonnes idées sur le Sénat. Comme la plupart des députés qui changent d'avis quand ils deviennent sénateurs. Soyons sincères. Mais aujourd'hui, j'ai l'expérience des deux assemblées. Je suis un farouche partisan du bicamérisme et de la navette. C'est-à-dire que faire la loi, c'est important, vous savez. Un mot dans la loi peut changer la vie des gens, de tous les Français. Donc c'est très important d'écrire la loi. Et on ne peut bien écrire la loi que s'il y a la navette Assemblée, Sénat, Assemblée, Sénat. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de procédures accélérées. Vous n'avez pas peur pour l'avenir du Sénat? Non, parce que il est préservé. Il a beaucoup de solidité. Et dans toutes les grandes démocraties, il y a deux assemblées, mais ce n'est pas pour le plaisir d'avoir deux assemblées. C'est pour bien faire la loi, pour bien faire le travail de contrôle. Voyez-vous, prenez l'affaire Benalla, on va peut-être en dire un mot. On va en venir. On va y venir. S'il n'y avait pas le Sénat,
Il n'y aurait Vous pas eu de voyez commission que d'enquête. Maintenant, la commission d'enquête de l'Assemblée, pourquoi elle a explosé en vol? Parce que la majorité de l'Assemblée Et est la trop majorité liée. présidentielle. Est trop liée. Il aurait fallu qu'ils reprennent de l'indépendance bien pour sûr. faire une commission Alors, d'enquête. venons-en à ce épisode 2, puisque maintenant on parle par épisode, par Ouais. acte 2. C'est la mode. Donc vous avez entendu Alexandre Benalla en début de semaine. Comme je le disais, vous êtes un des 2 rapporteurs de cette commission d'enquête sénatoriale. Et il n'a pas dit grand-chose. Il s'est réfugié dans un silence. C'est qui Alexandre Benalla pour vous? C'est quelqu'un qui a été instrumentalisé par l'Élysée ou c'est quelqu'un qui instrumentalise l'Élysée? C'est un aventurier. C'est un aventurier. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans divers domaines, quitte à opérer un mélange des genres Ouais. assez considérable. Mais vous voyez ce qui m'a frappé, parce que nous faisons le travail avec sérieux, sérénité et jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et quand je dis « on », c'est bien sûr tous mes collègues de la commission des Vous lois. allez les réentendre, monsieur Non. Benalla? Non, on ne peut plus. Vous ne pouvez plus. Oui, on a été doté des pouvoirs d'une commission d'enquête parlementaire pour 6 mois. Ça s'est 6 mois. achevé le Donc- 24 janvier. D'accord. C'est pourquoi on l'a reçu avant. D'accord. Mais voyez-vous, plus je regarde ça, on a eu des auditions, là. On a eu M. Stroda, Ouais. directeur de cabinet du président de la République, Monsieur M. Le Drian. Drian, Castaner. Puis on a eu M. Benalla, M. Kras. Ils se sont énormément contredits. Mais il y a une chose qui est commune à toutes les auditions. Laquelle? Énormément de dysfonctionnement. Et quand je dis dysfonctionnement, De l'État, vous voulez dire? au niveau de l'État, c'est-à-dire que l'impression que j'ai, vous voyez, ce personnage apparaît. Beaucoup de gens pensent qu'il a un pouvoir Oui. très grand, parce qu'il est très lié au président de la République. Bah. Et à ce moment-là, que ce soit à la préfecture de police, au ministère de l'Intérieur, dans les autres ministères, à l'Élysée, dans les ambassades, tout se déglingue et tout dysfonctionne. C'est normal, ça? Non, c'est pas du tout normal. Et c'est pourquoi notre rôle, c'est pas de juger, pas de condamner, c'est Ouais. la justice qui fait ça. C'est Nous- d'alerter? Nous, on est là pour trouver la vérité, sous serment, trouver les dysfonctionnements, les mettre à jour, les dire, pour que ça ne se... et réfléchir aux raisons pour lesquelles il y a eu ces dysfonctionnements très nombreux, et faire des propositions pour que ça ne se renouvelle pas. Comment Nous vous sommes au expliquez ces service de la dysfonctionnements? République. C'est de l'amateurisme, c'est de l'indifférence, c'est de la Écoutez, négligence? c'est le fait que les gens ont été comme tétanisés. Je prends un exemple, mais très simple. Allez-y. Monsieur Benalla dispose d'un téléphone crypté, Oui. secret défense. Il part. Vous, un jour, dans très longtemps, vous allez quitter le Figaro, peut-être. Un jour, ça arrivera. Ça arrivera. Mais je vous souhaite très tard. Parce que j'aime bien venir parler Merci. avec vous. Et vous allez rendre votre magnétophone, votre truc, Oui, bien sûr. tout le matériel. Lui, il part avec le téléphone. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rien. Normalement, il aurait dû le rendre le 31 sûr. juillet. Ouais. Donc, il part avec le téléphone secret défense, scripté. On se rend compte le 4 octobre qu'il manque un téléphone à Ouais. l'Élysée. Ça fait du temps quand même pour Bien se sûr, rendre compte bien sûr. que le téléphone hyper sécurisé a disparu. Et puis, le 4 octobre, on se rend compte, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et en janvier, M. Benalla a toujours le téléphone. Ouais. Tout le monde comprend que là, c'est anormal. anormal. Alors, je pourrais vous parler des passeports, du port d'armes, Tout est des comme ça, fonctions finalement. légales. Tout est comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut faire? Il n'est pas Qu'un protégé par le président de la République. Ben, c'est une question que vous avez raison de poser. Et c'est une question que vous vous posez vous-même? C'est une question qu'on se pose, bien sûr. D'accord. Et que Vous n'avez tout pas le la monde se réponse. pose. Vous n'avez pas la réponse. Eh bien, écoutez, on refuse tout ce qui est rumeur, etc. Nous nous attachons aux faits. Nous allons publier notre rapport dans un certain temps, parce qu'on a une forte matière Ça sera depuis quand la semaine dernière, dans les temps qui viennent. C'est-à-dire? Dans les temps qui viennent. C'est très littéraire, ça. Mais bon, Oui, ça oui, me- c'est pas de la haute littérature entre Non nous. plus. Non, non, on n'a pas encore fixé la date, mais on va présenter le rapport, on va dire les conclusions que nous proposons à la commission des lois Ouais. d'en tirer, et vous en serez vraiment D'accord. informés, mais ce sera fait avec beaucoup de sérieux. Que risque M. Benalla? Ben, vous savez, c'est la loi. Hein. Si, mais pas seulement lui, Ouais. toute personne Qui aurait menti. ment, qui fait un faux témoignage,
peut se voir condamné à 75 000 € d'amende et 5 ans de détention, ce qui n'est quand même pas rien. C'est vous qui prononcez cette décision? Non, c'est la justice. C'est la justice. C'est-à-dire que vous transmettez le dossier. Nous pouvons, le cas échéant, et nous respectons tout, y compris la présomption d'innocence, et nous faisons notre travail avec un immense sérieux, enfin immense, c'est très vaniteux. Avec sérieux. Le plus sérieux possible, vous savez ce que c'est, le plus sérieux possible, et le cas échéant, nous pouvons saisir le parquet, la justice, qui, elle, peut appliquer la loi, c'est-à-dire décider une sanction qui, au maximum, serait dans les termes que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. On est avec Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret. Et on continue avec vos questions, chers internautes. Et Julie Coulon-Profisi qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Yves, bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Alors avant de poser la moindre question, je vais déjà vous transmettre quelques commentaires d'internautes, enfin du moins à l'esprit, qui sont assez satisfaits de la manière dont vous avez interrogé M. Benalla. Et, merci. Donc beaucoup de commentaires sympathiques. Voilà. Oui, en période de défiance vis-à-vis des élus. Oui, mais entre nous, je vais être tout à fait franc par rapport à ça. Lors de il n'avait pas le même avocat. Je crois qu'il a une bonne avocate. Je ne porte pas jugement sur le premier. Mais quand ça l'arrangeait, il disait c'est justice. La justice, je suis devant la justice, donc je ne peux rien dire. Et quand ça l'arrangeait, par exemple, pour nous expliquer que le 1er mai, il fut pratiquement un héros de la nation, là, il l'a expliqué sans nous dire que ça relève de la justice, ça relève tout autant de la justice. Ouais. Donc il a... il a été assez politicien, quoi, hein, ouais. Si je puis dire. Alors, on a encore une première question donc, de Francis qui vous demande êtes-vous pour ou contre la suppression des avantages des anciens présidents, anciens ministres, anciens sénateurs, etc. Oui, je pense qu'il est juste qu'ils bénéficient d'une retraite qui soit proportionnelle au salaire qu'ils ont reçu quand ils étaient en activité. Ouais. Parce que c'est vrai, quand on est ministre, je l'ai été, bien, on touche des émoluments et c'est normal. Il y a un certain nombre d'avantages qu'on pourrait tout à fait supprimer. Y compris chez les parlementaires? Il y a encore du gras, si je puis dire? Il y a plus tellement d'avantages, me semble-t-il, pour les anciens parlementaires. Ouais. Je crois qu'ils avaient droit à un billet de train ou à des avantages de ce type. Mais je suis partisan qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire que quand on cesse d'être parlementaire, eh bien on cesse. Alors, si on a été ministre de l'Intérieur, exposition exposée, si on a été président de la République, qu'il reste un certain nombre de moyens, notamment pour assurer la sécurité de la personne, ça m'apparaît vraiment normal. Bien sûr. Alors, une question de Farouk, qui est un habitué du talk. Comprenez-vous la tentation des Français de s'orienter très à droite ? Écoutez, c'est l'opinion de Farouk. Hein. En ce moment, d'ailleurs, si j'ai bien lu Le Figaro de cette semaine, parce que je lis chaque matin, eh bien, vous avez titré, d'ailleurs, que Emmanuel Macron cherche le recours à droite. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'en effet, certaines propositions qu'il fait vont plutôt de ce côté-là, ce qui m'a étonné, puisqu'il a dit qu'il était et de droite et de gauche, voyez-vous. C'est le jugement que vous portez depuis le début de son quinquennat ou... Écoutez, puisque j'ai beaucoup parlé avec lui avant qu'il soit élu, et puisqu'il a dit, moi je vais être et de gauche et de droite, je trouve très franchement qu'il est plus de droite que de gauche. Et même dans le gouvernement, soyons très clairs, les ministres de droite, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, sont visibles, très visible et lisible en tant que représentant de la droite. Et les représentants de la gauche, Gérard Collomb, Nicole Belloubet, Jean-Yves Le Drian, sont plutôt vécus par rapport à leur fonction, ministre des Affaires étrangères ou Florence Parly, la Défense, que comme des représentants de la social-démocratie ou du socialisme ou de la gauche. Soyons clairs. Et la question, c'était de dire aussi, Julie, est-ce que la société française, à votre avis, penche à droite? C'est ça. À certains égards, oui, mais dans notre tête, vous savez, nous avons tous des tendances au conservatisme, parce qu'on est habitué, changer, c'est toujours un arrachement. La droite, c'est toujours conservateur? Oui. Il y a des gens de droite qui peuvent avoir des comportements, regardez Simone Veil. Ouais. Elle est de droite, mais enfin, elle a été plus à gauche que bien des gens de gauche
par rapport à certains sujets. Notamment l'avortement, oui. Mais non, mais d'autres sujets aussi. Et aussi d'autres sujets. Mais donc, je ne vais pas avoir un classement comme ça, simpliste. Mais pourquoi je suis de gauche ? Je vais vous dire, ça ne m'intéresserait pas tellement de faire de la politique si j'étais de droite. C'est-à-dire, à faire de la politique pour dire les choses sont ce qu'elles sont. Il faut qu'elles restent ce qu'elles sont. Bon, c'est d'un intérêt assez modeste. Moi, j'aime bien quand on peut faire avancer, progresser, changer. Voilà. Hein, je suis comme ça, quoi. D'ailleurs, en parlant de la gauche, on a une question assez acide, on va dire, de Jules Séry. Avec le PS, n'est-on pas en train d'essayer de ressusciter un cadavre ? Oui, vous savez, Bernard-Henri Lévy, pour qui je lis ses livres avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, il lit des choses intéressantes, mais il avait fait un livre puissant qui s'appelait « Un grand cadavre à la renverse ». Alors Martine Aubry lui avait fait remarquer, puisque juste après ce livre, il y a eu de grands succès électoraux. Vous savez, je me permets de vous le dire, Julie, la politique, vous savez, il y a des hauts et des bas. Si vous lisez l'histoire du Parti socialiste depuis 1905, combien de bas et combien de hauts. Alors ce qu'il faut, c'est dans les hauts comme dans les bas, être soi-même et défendre ce que l'on croit. Très bien. Autre question. Alors autre question, c'est Vice Parker qui fait un constat. Il faudrait supprimer le Sénat et vendre le Palais du Luxembourg pour pouvoir récupérer l'argent. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est quand même... Je pense, dans l'opinion publique, c'est quand même quelque chose qui ressort. Mais ça revient souvent. Mais d'abord, le bâtiment est très beau. Il est dû à Marie de Médicis, qui, comme vous savez, était une Italienne et était d'ailleurs critiquée à ce titre. Et ce bâtiment, il appartient à la nation. Ça fait partie de notre patrimoine. Donc il ne faut surtout pas le vendre. Il n'appartient pas aux sénateurs. Il n'appartient absolument pas aux sénateurs. Et d'ailleurs, je regrette toujours qu'on nous interviewe dans une des salles magnifiques, enfin, qui n'est pas la plus belle d'ailleurs, qui date du 19e siècle, parce qu'on a l'impression qu'on est dans l'or, dans les ors de la République. J'aurais dit souvent au Sénat, faites un studio comme ici, par exemple, parce que ça donne une image qui est complètement fausse. Et je suis pour le bicamérisme. Vous savez, si on supprime l'une des deux assemblées, il n'y aura plus de navette, il y aura une seule assemblée toute puissante. Et si l'assemblée toute puissante a une majorité toute puissante, et aujourd'hui, le Sénat, il est d'une certaine manière, il est un contre-pouvoir, évidemment. Et regardez, la commission dont on a parlé là sur l'affaire Benalla, eh bien, on est trois à gérer cela, avec bien sûr toute la commission des lois. Madame Muriel Jourda et moi-même. On n'est pas du même parti politique, voilà, pas du tout. Pas du tout. Mais on est du parti de la vérité, trouver les dysfonctionnements et faire le boulot du Parlement. Et heureusement qu'on est là, sans ça, personne ne ferait le boulot du Parlement. Si je puis parler un peu familièrement. Jean-Pierre Sueur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, d'avoir interpellé, comme on dit aujourd'hui, le sénateur Sueur. Et merci, Julie, de vous être fait la traductrice de ces questions. Et à lundi, si vous le voulez bien.